Est-ce que vous saviez que parfois, même dire non, c'est tomber dans le piège du manipulateur? Aujourd'hui, on va parler d'une troisième technique de manipulation. C'est la technique de la porte au nez. Contrairement aux stratégies de manipulation comme le pied dans la porte ou l'amorçage qui nous piège par le oui ou qui compte sur le fait qu'on va donner notre accord et s'engager, la technique de la porte au nez parie sur notre refus. La personne fait exprès de nous faire une demande grotesque et exagérée qu'elle sait très bien qu'on va refuser et ensuite elle revient avec une deuxième proposition qu'on trouve un peu plus raisonnable et qu'on a plus tendance à accepter, alors qu'au fond, l'offre ne nous intéresse même pas. Et ce qui est formidable avec cette technique, c'est qu'elle prouve que même dire non peut être un piège. Laissez-moi vous donner un scénario. Un ami ou une amie vous invite à un barbecue. La personne vous explique que ça se fera le dimanche, il y aura une 50aine de personnes et vous demande si vous êtes disponible pour venir une heure un peu plus tôt pour l'aider à tout arranger, si vous pouvez aussi rester après pour l'aider à nettoyer, ranger, faire la vaisselle, etc. Mais vous travaillez toute la semaine, vos journées sont généralement très chargées et vous êtes fatigué le week-end, c'est juste vraiment le petit temps que vous avez le samedi et le dimanche pour respirer et récupérer. Donc vous répondez, écoute, non, vraiment, dimanche, c'est mon seul jour de repos, je veux juste relaxer, je ne suis pas d'humeur à faire quoi que ce soit, je veux juste passer du bon temps. Surtout que lundi, le boulot reprend, il faut que je rentre tôt, donc je peux pas encore rester après et puis c'est long. Et là, votre ami vous dit, ok, je comprends. Est-ce que tu penses que c'est possible que tu gères le barbecue? Par contre, si tu viens, tu peux t'occuper des grillades et comme ça, je vais voir avec quelqu'un d'autre pour le reste. Et là, vous répondez, ok, bon, les grillades, c'est bon, ça marche. Et le jour de la fête, vous vous retrouvez à être au fourneau, à faire de la nourriture, à servir les grillades, alors qu'au départ, vous aviez prévu d'aller à la fête, de ne rien faire, de relaxer seulement. Vous vous êtes fait avoir, royalement, et vous ne réalisez même pas. Au contraire, vous vous dites même que vous vous en êtes plutôt bien sorti. Que, ok, les grillades, c'est juste le strict minimum, alors qu'en fait, vous êtes en train de sacrifier votre journée de repos pour aller servir dans une fête à laquelle, au départ, vous êtes censé être un invité. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre ami voulait vous demander de l'aider dans l'organisation du barbecue depuis le départ. Son objectif, c'était de vous demander de gérer les grillades, mais il ou elle savait qu'il y avait de très fortes chances que vous refusiez s'il vous demandait ça directement. Vous allez très certainement dire, ah non, je ne suis pas venu pour faire je peux pas faire les grillades, je suis fatigué. Il a donc préféré, ou elle a préféré, de vous demander de faire d'abord un gros sacrifice, donc viens plus tôt s'il te plaît pour m'aider à tout arranger, reste après pour tout nettoyer, en sachant très bien que vous alliez dire non. Et qu'après avoir rejeté cette première demande, vous seriez plus disposé à accepter la vraie demande qui était de venir gérer les grillades. En 1975, le psychologue américain Robert Cialdini et ses collègues ont testé la technique de la porte au nez. Ils ont pris des complices qu'ils ont placés à différents endroits sur leur campus universitaire et ils leur ont dit d'aborder des étudiants qui passaient et de leur demander si ça les intéresserait de faire du volontariat dans un centre pour jeunes délinquants. Le centre organisait une sortie au zoo pour les jeunes et ils avaient besoin d'adultes accompagnateurs pour escorter et surveiller les enfants pendant 2 heures. Ils ont donc approché les étudiants sur le campus pour leur demander si ça les intéresserait de se porter volontaires et à certains, on a posé la question directement. Mais sur d'autres, on a testé la technique de la porte au nez. On les a abordés et on leur a demandé excusez-nous, on recrute des volontaires pour un centre d'accueil de jeunes délinquants. On recherche des gens qui peuvent être des bénévoles environ 2 heures par semaine pendant les 2 prochaines années. Demander à quelqu'un de travailler gratuitement et de sacrifier 2 heures chaque semaine pendant 2 ans, c'est long. Forcément, tous ceux qui ont été approchés ont poliment répondu je voudrais bien vous aider, mais j'ai vraiment pas envie. Non, merci. Et c'est exactement ce que le chercheur voulait. Parce qu'une fois qu'il disait non, le complice leur faisait la vraie demande, qui était d'accompagner le groupe de jeunes lors d'une sortie de 2 heures au zoo. Et comme prévu, la stratégie de la porte au nez a fonctionné. Lorsque le complice demandait directement aux gens si ça les intéresserait d'accompagner des enfants au zoo, seulement 2 personnes sur 10 se sont portées volontaires. Mais lorsque les gens étaient manipulés, ceux qui ont été manipulés, à qui on a initialement demandé de faire le bénévolat pendant 2 ans et qui ont refusé, 5 personnes sur 10 ont finalement accepté de se porter volontaire pour accompagner les enfants au zoo. Alors, pourquoi ça marche? L'une des explications, c'est que la technique utilise l'effet de contraste, le fait que l'être humain ait tendance à relativiser. De façon générale, on perçoit, on juge et on analyse les gens, les choses ou les situations autour de nous en faisant des comparaisons. Par exemple, si je regarde autour de moi et que je vois que les gens autour de moi sont plus beaux, plus belles ou plus intelligents, mon estime de moi va prendre un coup et je me dis « Oh mon Dieu, je suis tellement moche et bête ». Par contre, si je suis entouré de gens que j'estime ne sont pas très fut-fut, pas très intelligents, pas très physiquement beaux, ou en tout cas pas nécessairement plus beaux ou plus belles que moi, je vais me dire, ah, moi, je suis magnifique. Il y a une blague qui circule sur Internet depuis plusieurs années. La blague a plusieurs versions différentes, des détails qui changent en fonction de la culture ou de l'époque, mais le fond reste le même.
Une femme rentre chez elle un soir et trouve une lettre de sa fille scotchée sur la porte d'entrée. Chère maman, je suis désolée de devoir te dire que j'ai décidé de quitter la maison pour aller vivre avec mon copain. C'est l'amour de ma vie, je suis tombée amoureuse dès que je l'ai vu avec ses tatouages, son piercing et sa superbe moto. Nous avons pensé que c'était mieux d'emménager ensemble vu que je suis enceinte et qu'Obike cherche à retrouver au plus tôt une certaine stabilité depuis sa sortie de prison. C'est vraiment quelqu'un de bien. Ne te fais surtout pas de soucis pour moi. Maman, j'ai 13 ans, je suis une grande fille. Obike est un homme mature et sage. Après tout, il a 56 ans. Il m'a appris tellement de choses. Grâce à lui, j'ai réalisé que la drogue ne faisait de mal à personne et qu'il avait été jugé et emprisonné injustement. Notre rêve, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants. Mais pour le moment, je vais vivre avec Obike chez ses parents dans son village pour que nous puissions nous marier et que je puisse rencontrer mes coépouses. Comme ça, après le mariage, ce sera plus facile pour lui d'obtenir sa carte de séjour et on pourra revenir au pays. Bisous, ta fille qui t'aime. PS, c'est une blague, maman, je suis chez la voisine. Je voulais juste te rappeler qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur la table du salon. Quelques heures plus tard, la petite reçoit un message de sa mère. Chère Awa, j'ai donné ta lettre à ton père. Il n'a pas lu jusqu'à la fin. Il a immédiatement fait une crise cardiaque et nous avons dû l'hospitaliser. Il est à l'heure actuelle dans le coma. Lorsque j'ai expliqué au reste de la famille ce qui s'était passé, ils m'ont conseillé de te répudier. Tu n'es plus notre fille et nous t'avons retiré de nos testaments. Tes sœurs ont mis tes affaires sur les sachets poubelles. Il faudra venir récupérer. C'est sur le trottoir. Nous avons aussi changé la serrure de la porte. Il te faudra trouver un logement. N'essaye pas de nous appeler pour demander de l'argent. Je te conseille de trouver du travail pour vivre et payer tes études. J'espère que tu seras très heureuse dans ta nouvelle vie. Signé, la femme que tu appelais maman. PS, ma chérie, c'est une blague. Je regarde la télé avec ton père, qui se porte très bien. Nous avons vu ton bulletin. Je voulais juste te rappeler qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie que la bastonnade que tu vas te prendre en rentrant à cause de ton mauvais bulletin. La stratégie d'Awa s'est retournée contre elle-même, mais il faut avouer que c'était bien joué et très intelligent de sa part. Elle s'est dit que si elle arrivait à rappeler à ses parents qu'il y a pire dans la vie, ils allaient relativiser et se dire qu'en comparaison, un mauvais bulletin, c'est rien. Et notre cerveau opère naturellement comme ça. Prenez par exemple l'illusion d'Ebbinghaus, dans laquelle on a deux cercles jaunes entourés de cercles gris. Le cercle à gauche est entouré d'autres cercles plus gros. Celui de droite est entouré de cercles plus petits. La plupart des gens, lorsqu'ils regardent cette image, ont tendance à percevoir le cercle jaune qui est à droite comme étant plus grand que celui de gauche, alors que les deux ont exactement la même taille. Donc, un même cercle peut apparaître plus grand ou plus petit que sa taille réelle parce qu'on le compare au cercle qui l'entoure. Ça veut dire que notre perception n'est pas toujours fiable et qu'elle est influencée par le contexte. Et qu'en contrôlant le contexte, une personne peut manipuler notre perception d'une chose et nous prédisposer à agir comme elle le souhaite. Pour la stratégie de la porte au nez, c'est exactement ce qui se passe. Lorsque la personne me présente la deuxième demande, je la compare avec la première demande qui était grotesque et la deuxième demande me semble tellement plus petite et tellement plus raisonnable en comparaison, donc je me dis « Ok, oui, ça va, ça c'est mieux », alors qu'elle ne m'arrange pas non plus. La deuxième raison, c'est que rappelez-vous, l'être humain aime vivre en harmonie avec les autres et on veut que les autres aient une bonne image de nous. Lorsque j'ai dit non, la première fois, j'ai l'impression d'avoir déçu le demandeur et je me sens mal, je me sens un peu coupable, comme si j'avais été mauvaise. La deuxième demande, c'est comme si l'autre m'offrait une opportunité de me racheter et d'éliminer mon sentiment de gêne et de culpabilité. Et comme ça, quand j'ai dit oui pour la deuxième demande, l'autre ne restera pas sur une opinion négative de moi. Et la troisième raison, c'est qu'on fonctionne selon la norme de la réciprocité. On traite les autres tels qu'ils nous ont traités. La technique de la porte au nez trompe mon cerveau et me pousse à me mettre en mode négociation. Et la négociation, en fait, c'est des concessions réciproques. Je fais un compromis, tu fais un compromis, on en arrive à un juste milieu qui nous arrange tous les deux. Alors qu'au départ, c'est pas une négociation. Je ne suis pas intéressée et ça ne m'arrange pas. Mais lorsque l'autre revient avec la deuxième demande, je me dis, bon, ok, c'est un peu plus raisonnable. Il a fait un compromis, donc je me sens obligée de suivre la norme de réciprocité et de faire aussi un compromis en acceptant sa deuxième proposition. Je veux lui rendre la faveur. Donc, c'est quoi la leçon? Certains d'entre vous se disent peut-être, ok, on a tous utilisé la technique de la porte au nez lors d'une négociation. En tout cas, au moins une fois dans notre vie, on a tous déjà utilisé cette technique-là. Si tu veux négocier le prix d'un article au marché avec le vendeur, tu sais qu'il va te donner un prix qui est très élevé. Toi, tu vas d'abord lui donner un prix qui est très bas pour contrecarrer et puis au fur et à mesure, vous allez ajuster. Même chose si tu veux négocier pour un salaire, par exemple. Et c'est très efficace dans les négociations officielles de commencer par l'extrême pour arriver à trouver un juste milieu. Par contre, la technique de la porte au nez, c'est de la fausse négociation.
Si vous êtes au Gabon ou en Afrique centrale, vous savez que c'est la technique préférée de certains faux opposants. Ces gens qui apparaissent soudainement dans l'opposition, ils se lèvent avec un zèle impressionnant contre la dictature, contre le régime en place. Ils disent vouloir lutter contre la dictature, ils gagnent la confiance du peuple, galvanisent les foules et puis du jour au lendemain, ils retournent leur veste pour s'allier avec le pouvoir en échange d'un poste ou d'une somme d'argent. La vérité, c'est que ces gens sont entrés dans l'opposition parce qu'ils savaient que c'était un moyen pour eux de se faire remarquer pour avoir ensuite un poste. Ils se sont dit, le régime n'ira nulle part. Je vais faire du bruit, le dictateur doit partir et le régime va s'opposer à moi et tenter de me faire taire. Et là, on va rentrer dans un mode de négociation. La clé, c'est que le manipulateur nous fait croire qu'il ou elle est en train de faire un compromis alors qu'en fait, c'est pas le cas. Son intention depuis le départ, c'était de nous emmener à dire oui à la deuxième demande. Tout comme pour les faux opposants, leur intention depuis le départ, c'était l'argent ou le poste. Donc, la première demande n'était qu'un faux semblant. Et malheureusement, c'est quasiment impossible de savoir dans ce genre de situation si c'est une vraie concession ou si on est en train de se faire manipuler par quelqu'un d'autre. Là où la technique est vicieuse, c'est que même quand on sait qu'elle existe, même quand on sait comment elle fonctionne, c'est difficile pour nous de savoir si la personne en face de nous est en train de faire un compromis sincère ou en train de nous manipuler. Alors voilà, c'était tout pour Afropsychologie aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de like, de partager et de commenter. Vous pouvez retrouver la Minute Afropsychologie sur Facebook et sur YouTube. Dans la prochaine vidéo, nous allons boucler le volet sur la manipulation en parlant de la 4e stratégie de manipulation, très célèbre. Et je répondrai aux questions que vous avez posées sur la compliance et les techniques de manipulation. Un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent et qui partagent. Je prends note de toutes vos questions. J'espère bientôt pouvoir commencer les lives pour communiquer avec vous directement. Ce sera plus participatif. Mais pour commencer, je vais faire une vidéo dans laquelle j'adresserai chacune des questions et j'y répondrai.